Bonjour à tous, alors on va faire une petite vidéo aujourd'hui, on va parler du commerce et aussi de moi tout simplement, de mon parcours un petit peu, de ce que j'ai fait, de comment j'ai créé une première boîte qui n'a pas marché, comment je me suis rabattu sur la vente de cartes que j'avais déjà fait avant, comment j'ai monté donc une petite auto-entreprise assez haut on va dire, ça tourne, des difficultés de trouver un coiffeur en août à Brest, aussi de CGG, donc la deuxième société que j'ai créée, donc de grading. On va pouvoir parler de tout ça et du commerce, de société, le fait de travailler en fait dans l'univers des cartes. Donc, donc j'ai 35 ans, je gère Magic Rush MTG, c'est-à-dire TCG Rush maintenant, mon auto-entreprise. J'ai 500 000 cartes, je fais environ 100K par an de chiffre d'affaires. Là, c'était un peu plus dur les 2 dernières années parce que j'ai monté une deuxième société, cette fois-ci en SAS. Donc, CGG, Card Game on Grade. Donc, c'est une société de gradation. On grade des cartes. On a déjà fait quasiment 15 000 depuis décembre. Ça tourne presque bien maintenant. On commence à être bien. Et avant ça, j'ai commencé donc à vendre des cartes quand j'étais en études. Donc au moment où je faisais déjà j'ai bossé à Decathlon quand j'étais durant mon BTS. Et puis pendant ce temps-là, j'ai fait aussi une autre entreprise de cartes. Puis même la deuxième année, je commençais à faire aussi des projets de création d'entreprises virtuelles à la fac. Donc j'ai fait un peu tout ça. Et ça m'a bien motivé. Et à la fin de mon BTS, donc quand je l'ai eu, j'étais parti pour aller à Lille de faire une licence que je regrette un peu des fois de ne pas avoir fait ou pas, mais bon, bref. Et en fait, bah non, j'ai monté une société à la place, donc j'ai monté FileSgate. Donc attention quand vous faites du business. Maintenant, c'est vraiment dans l'air du temps, etc. Mais si vous êtes trois fondateurs, etc., il y a quelqu'un des trois qui gère la boîte. Il y a quelqu'un qui a 51% des parts. Parce que si vous êtes à 33% et que vous êtes à 3 et que vous êtes co-gérant égalitaire, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont dire moi je bosse plus, ou alors j'ai fini ma part. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que si vous êtes trois et que vous montez une boîte, vous montez une start-up, vous montez un business, il y aura beaucoup, beaucoup de boulot à faire. Il y aura autant de boulot que vous serez capable d'en imaginer, et il y a beaucoup de boulot qui ne seront pas votre cœur de métier, où vous n'aurez pas de compétences. Ce qui veut dire que ce sera difficile. Il y aura beaucoup de choses qui seront dures à faire, vous ne saurez pas comment les faire exactement, etc. Et si vous êtes dans une équipe de 3, 4, 5, 6 personnes et qu'à un moment donné, il y en a la moitié ou quasiment tout le monde a fini sa part, et qu'il reste énormément de choses pour que, ne serait-ce que votre produit sorte, ou que vous touchiez votre marché ou autre, c'est à vous, si vous voulez que ça marche, qu'incombe de faire tous les travaux restants. Et je vous déconseille d'être dans une situation comme ça. C'est beaucoup mieux qu'il y ait quelqu'un qui dise quoi faire aux autres et qu'il ait le fin mot en fait de l'histoire. Parce que bon, bah, c'est maritime, hein, on va dire, c'est un navire et il y a quelqu'un qui tient la barre et c'est lui qui dit où aller. Et les autres, ils se démerdent pour mettre les voiles comme il faut. Donc c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Sinon, en perso, donc moi j'aime bien pêcher. Je pêche plein de fois, de plein de manières différentes, plutôt salé que eau douce. Et j'ai déjà pêché des trucs super gros, mais bon, voilà. Sinon, je fais aussi de la détection, donc avec des détecteurs de métaux. Et puis après, je suis quand même cinéphile. J'ai regardé beaucoup, beaucoup de films dans ma vie. Séries un peu, mais pas tant que ça finalement. Et aussi, une- enfin, je fais de l'écriture. J'ai déjà publié un bouquin qui est très personnel. Et là, je suis en train de publier un recueil de nouvelles qui est orienté dans l'air du temps. Donc, il se passe des choses quand même dans le monde. Et c'est quand même vachement cool de pouvoir ouvrir un peu ses pensées dans un exercice et d'aller dans des directions qui sont inattendues et de sortir vraiment du business, de se mettre dans une activité qui est vraiment différente. En plus, si jamais il y a des lecteurs sur ce genre de sujet, en plus, les nouvelles, c'est vraiment très simple à lire. Enfin, je vais faire un bouquin, il va faire peut-être 100 pages, et il y a 5-6 nouvelles dedans qui sont vraiment très différentes et qui donnent un angle d'attaque et une idée qui est normalement plus originale que ce qu'on peut voir dans plein de choses, quoi. Parce que alors, je suis désolé, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de productions qui sont réalisées où il n'y a pas de scénario, quoi. C'est un peu triste. Et ça vaut. Enfin, voir les gens qui se battent, des explosions, c'est bien, mais c'est mieux quand il y a une trame, quoi. Donc, c'est. Je sais plus, j'ai commencé. Je pense qu'on pourrait faire un GIF sur les John Wick, par exemple. Euh,
Le gif, il résume le film, il faut juste le mettre pendant 3 heures. Puis voilà, donc petit point. Donc voilà, donc je fais ça, et donc évidemment, ce qui occupe la majeure partie de mon temps, c'est le business. Donc j'ai aussi évidemment une passion. Le fait de monter des business, c'est aussi de l'entrepreneuriat. C'est un truc qui m'a toujours motivé. Et il y a aussi un autre sujet, c'est que l'argent, ça fait déjà assez longtemps que je le vois comme un outil et pas comme une fin en soi. Et l'argent, il peut créer des choses qui ont de la valeur avec du travail et de la ténacité, de l'acharnement, de la motivation, du cœur, de tout ce qu'on veut et tout. Mais il faut réussir à comprendre que l'argent n'est pas forcément une fin en soi. Mais par contre, c'est nécessaire de faire des profits, donc de générer de la valeur pour développer les différents projets et puis avancer aussi en prenant de l'inertie. Voilà. Ça aussi, il y a à prendre en compte. Voilà. Euh, on va parler un petit peu, donc tout simplement, de la vente de cartes en plus de détails. Donc j'ai repris, après avoir monté Filegate, ma SARL, quand j'ai déposé le bilan. Je suis rentré, j'avais pas de sous, j'étais pas bien en plus. Et donc enfin, ça allait encore à ce moment-là, mais j'ai commencé à remonter donc un business. J'ai trouvé un lot de cartes qui était vraiment bien, assez loin. Je suis allé le chercher, je l'ai ramené, et j'ai recommencé par rapport à cet investissement-là de 700 euros. Au fil des années, j'ai quand même réussi à avoir un peu plus d'argent et de pouvoir l'injecter dans mon business. Mais pour vous donner une idée, j'ai commencé avec quasiment pas de capital. Donc, et en gros, mon stock m'appartient à 90-95% actuellement. Et mon stock est visible sur ma boutique TCG Rush sur eBay. Donc, c'est possible de voir à peu près où j'en suis. Même si du point de vue mon visiteur, ça ne sera pas forcément facile. Mais bon, bref. Ce que je veux dire, c'est que j'ai passé beaucoup de temps à faire du travail donc, sur les cartes. Et j'étais pas forcément très bien dans ma tête, dans ma peau, après avoir craché une société, et après avoir aussi subi, on va dire, la problématique de santé que j'ai. Donc je vais pas forcément en parler directement sur cette vidéo parce que c'est pas forcément un truc dont on veut dire à tout le monde. Mais ce qui se passe, c'est quand on a un critique, on va dire, un critique de santé, je pense que pour tout le monde, ça pose des problèmes et on n'est pas en capacité de faire tout ce qu'on pourrait faire et on n'est pas en forme. Et donc moi, ça a été mon cas, et pour me revenir à un niveau, on va dire, standard, bah, ça prend du temps, et quand on a du temps, il faut quand même s'occuper. Donc moi, j'avais des cartes, je me suis fait chier à faire des mises en ligne, faire beaucoup de petites mises en ligne. Donc je ne me payais pas vraiment et j'avais pas de frais parce que j'ai pas besoin vraiment de sous. En plus, j'ai eu des petites sponsors, j'avais genre 300 euros de temps en temps, 400 euros par mois pendant quelques années. Et j'ai réussi à tourner avec pas beaucoup de sous pour moi et à développer, on va dire, mon activité. Et ça m'a remis en forme. Enfin, c'est quelque chose qui est bien. Enfin, le fait d'être en situation de contrôle et d'être travailleur handicapé et d'être dans un environnement qui est protégé, où c'est nous qui choisissons quand est-ce qu'on travaille. On peut avoir 2 écrans, on peut faire un peu de boulot, un peu de loisirs en même temps, un peu de vidéo, un peu d'audio, peu importe. Et on peut juste faire la tâche, pas forcément trop vite, mais pendant longtemps. Et ben, ça permet d'avoir un mindset et de maturer un peu les problèmes qu'on a eus, et de reprendre un peu confiance dans ce qu'on fait, et de donner une direction au fur et à mesure du temps un peu sur ce que ça peut devenir, ce que ça peut créer, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est pas facile. Euh, et il y a beaucoup de personnes qui peuvent être dans le jugement un peu d'autres personnes qui peuvent être en difficulté. Mais la maturité, quand on doit la prendre et pas qu'elle vient, c'est complexe, quoi. Enfin, c'est après, personne n'est égaux dans la vie, et de temps en temps, bah, on est obligé de réussir à faire le point sur des choses très tôt, quoi. Et quand on n'est pas d'accord, bah, on se blesse beaucoup, et du coup, c'est compliqué de revenir. Et puis, bah, il n'y a que le temps et un peu d'huile de coude qui font qu'on a la tête sur les épaules et que ça commence à tourner. Parce que il commençait à montrer qu'on peut avoir confiance et montrer qu'on est transparent et qu'on fait le boulot et que on peut pas donner plus que ce qu'on donne, mais ce qu'on donne, ce qu'on s'engage à donner, c'est vrai, et que ce sera fait de cette manière-là. C'est quelque chose que finalement, c'est dur à trouver en fait.
Et ça, c'est aussi une richesse qui est non négligeable. Donc, moi, j'aime bien ça. J'aime bien cette idée d'avoir une transparence et de pas tout diluer ou avoir plusieurs étiquettes, plusieurs faces. Être multiface, ça, c'est un autre problème. Et là, dans les univers de cartes que je côtoie, donc maintenant je commence à être aussi pas mal dans Pokémon, et je trouve qu'il y a vraiment une différence au niveau des marchés, au niveau de la typologie des personnes qui sont dans ces marchés-là. Parce que moi, je viens de Magic, un jeu qui est déjà orienté pour les 13 ans et plus, où la quasi-totalité de mes clients sont des joueurs. Donc c'est des joueurs qui jouent à un jeu qui est de stratégie et de réflexion, alors que le marché Pokémon, c'est des gens qui sont collectionneurs. La plupart des personnes qui achètent des cartes ne connaissent pas les règles du jeu, qui est pour 6 ans et plus. Et je trouve qu'il y a une défiance qui est grande parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des scams. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent un peu l'entourloupe. Et je pense que pour la plupart des personnes, bah, c'est un peu triste, quoi. Enfin, la défiance et la méfiance que peuvent avoir ce type de personnes, on ne peut pas leur en vouloir parce qu'il y a il y a beaucoup de problèmes et de personnes qui sont là pour baiser les autres sur le marché, quoi. Et, euh, et ça va de tout au tout. Je veux dire, on peut même acheter des displays faux sur Amazon et il y a, je sais pas, un drugstore, enfin un bar tabac sur 5, ça se trouve, qui vend des proxys chinoises. Donc c'est quand même assez chiant, quoi, de se dire, ok, je vais aller dans ce marché-là. Mais bon, ça arrive. Bref, je vais essayer de revenir un peu en perso. Donc je suis plutôt content de moi maintenant. Je suis en train de mettre sur les rails donc ma société de grading, CGG. Donc là, il faut que je fasse la vidéo trimestrielle aussi. Et j'attends d'être coiffé parce que ça va pas le faire sinon. Euh, mais sinon, mon entreprise remarche bien. Je commence à reprendre un peu les rênes. Je fais beaucoup de vidéos, je publie, je commence à montrer un petit peu comment se positionner, le rachat de la boutique. Et puis voilà, ça avance à plusieurs niveaux. Et le fait aussi de gérer maintenant deux boîtes, dont une société. Parce que gérer une autre entreprise, ça n'a absolument rien à voir avec gérer une société, hein. Enfin, le step-up, il est quand même violent. Et j'imagine pas quand on est coté en bourse, quand il y a un conseil d'administration, quand il y a un CE, quand il doit y avoir vraiment beaucoup, beaucoup de bordel à faire. Mais bon, on verra plus tard, hein. Espérons que j'ai le temps de m'entraîner avant. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tout les mêmes choses. Et puis surtout, le fait de travailler, comme je disais, tout seul en milieu contrôlé et maintenant d'être chef d'entreprise, d'avoir 3 salariés, peut-être même bientôt 4, peut-être même bientôt 6, peut-être même bientôt 10, je sais pas. C'est pas du tout la même chose. Il y a vraiment d'autres enjeux et, euh, et ça pose d'autres problèmes. Enfin, c'est quand même, c'est quand même, c'est comme ça le sujet, quoi. Et la capacité à devoir résoudre des problèmes, elle est forte, quoi. Et là, aujourd'hui, je vous parle, je prends le temps de faire une vidéo. Je viens de faire un call partenaire, je suis allé chercher un colis de réception et je réussis à mettre mes gars de côté aujourd'hui pour qu'ils soient en télétravail, pour qu'ils bossent d'autres types de missions. Et je prends le temps de faire une vidéo pour vous parler un peu de moi, de la gestion des boîtes, etc. Et c'est cool, je suis zen, ça se passe bien. On a eu des commandes il n'y a pas longtemps, on va pouvoir traiter. Il y a des choses qui se mettent en place, il y a des trucs A, B, C qui sont en train de se positionner. C'est cool. Mais c'est pas tout le temps le cas. Il y a des moments où c'est la merde. Donc c'est aussi ça. Et quand on crée une boîte et que rien ne va et que ça prend longtemps, enfin, créer une société de grading, ça nous a pris, ça a pris 19 mois, quoi. Et 19 mois pour avoir au final pour se rendre compte qu'après le Covid, bah, il y a plein de personnes qui avaient eu la même idée que moi et qu'il y a énormément de gens qui sont sur le marché. Et se lancer dans un projet où il y a 2 ou 3 intervenants en France et que quand on arrive sur le marché avec difficulté, en fait on est 20, c'est un vrai problème. Enfin, c'est quand même une difficulté, quoi. Le marathon, c'est pas qu'il a commencé ou qu'il est fini, mais c'est juste qu'il faut faire 3 Ironman d'affilée et puis on verra après où on en est, quoi. Et c'est aussi du stress, quoi. En plus, ça demande également beaucoup de moyens. Et c'est un gros investissement. Enfin, pour moi, c'est énorme comme investissement de monter cette boîte de gradation.
Et j'espère que ça va marcher, même si je comprends bien maintenant que on est en août 2023. Et si j'en retire quelque chose, ce sera peut-être en août 2025. Pas, pas cette année, pas l'année prochaine. Et quand je dis j'en retire quelque chose, c'est pas 3 Lamborghini de Ferrari, c'est plutôt un salaire de gestionnaire, quoi. Donc c'est aussi le sujet. Bon, après, c'est possible que ça change parce que peut-être qu'il va se passer A, B, C, D dans les prochains jours et en fait, je vais pouvoir mettre en place tel truc qui va compound et en fait, ça va pas se parler, on va pas passer de niveau de croissance qui seront en années mais en semaines. Donc c'est aussi possible de pouvoir gérer ça. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la gradation, c'est un métier de service. Et ça aussi, c'est un sujet. Là, j'ai eu quand même pas mal de retours et de questionnements. C'est que c'est un service, ça veut dire qu'en fait, quand on récupère une carte, par exemple celle-ci, voilà la gradation, on doit en prendre soin, on doit s'occuper de la carte, on doit l'identifier, on doit la grader, on doit la sceller, on doit la packager, etc. Euh, que vous envoyez une carte ou vous envoyez 10 millions de cartes, il faudra quand même qu'on l'identifie, la grade, la scelle, etc. Donc il y a un travail irréductible qui ne s'en va pas du fait de la quantité. Et nous, on s'en fout d'avoir 10 millions de cartes à grader. Ce qu'on veut avoir, c'est suffisamment de cartes à grader pour que on puisse les traiter dans une délai assez court, que notre équipe soit sous pression, mais que ce soit quand même tenable sur la durée, et que peut-être ça nous ouvre la voie vers l'embauche d'une nouvelle personne à un moment donné, pour qu'on puisse grandir l'équipe et que notre capacité de traitement soit un peu plus grande. Mais on n'a pas besoin de récupérer des tonnes et des tonnes de cartes. Donc ça, c'est un sujet. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le fait de grader beaucoup de cartes d'un coup, ça peut octroyer une certaine réduction, un certain bénéfice, mais il y a un palier dans le sens où nous, ça ne nous intéresse pas d'avoir d'un certain nombre de cartes d'avance, et en plus, le travail doit être fait quand même. Donc pourquoi toi qui veux grader beaucoup de cartes d'un coup, on devrait casser nos prix alors que tu vas finalement prendre la place potentiellement d'autres personnes qui sont d'accord de payer le prix normal. Donc on n'a pas forcément besoin et nécessité de faire des prix très bas ou de beaucoup baisser le prix, voire même de baisser les prix tout court. Nos prix peuvent être très justes et a priori à ce moment ils sont le cas. On va devoir sûrement même monter un petit peu parce que sinon les améliorations de la qualité de service qui augmentent ne seront pas pris en compte par notre tarification. Donc voilà, ça c'est aussi un autre sujet sur, on va dire, la réduction des coûts par rapport à une activité de service. Et moi, je suis déjà orienté vers comment dire, une optimisation dans mes arbitrages, parce que mon but, quand je fais ma boutique de cartes, c'est que je peux beaucoup travailler si j'ai des cartes à vendre, c'est-à-dire si je dois faire beaucoup de mise en ligne, ça c'est du travail, mais si je veux travailler le moins possible et si je veux diminuer mes astreintes, je vais faire 2 envois par semaine, je vais répondre aux messages, aller entre 10 et 20 minutes par jour maximum sur eBay, et donc je vais avoir 2 astreintes de poste et de préparation d'envoi qui vont prendre entre 2 et 6 heures par semaine. Donc je peux me gérer un petit gestion de la boutique eBay où je ne crée pas de valeur, je ne mets pas de carte en vente, d'accord, mais je gère toutes les astreintes, donc ça tourne, et ça me prendra une quinzaine d'heures par semaine. Et donc de pouvoir arbitrer la vente de cartes à un niveau quand même assez élevé, parce que j'ai beaucoup de capital maintenant investi dedans, et donc je peux tourner, c'est quand même une force. Et donc pour arriver à ce niveau-là, et cette organisation-là, et ce système-là, c'est aussi du temps de réflexion et une orientation aussi de la façon de faire. Et cette stratégie-là et cette orientation-là, croyez bien qu'elle a été transposée au niveau du service de grading, de la boîte que j'ai créée pour le grading. Ce qui veut dire que la façon qu'on a de grader, elle est orientée vers le fait de faire de la masse, donc de grader beaucoup de cartes, et de pouvoir le faire bien, c'est-à-dire d'être à l'aise, de ne pas être obligé de passer, je sais pas, 6 minutes pour régler le grading d'une carte ou de telle étape d'une carte. Normalement, c'est fait pour que ça roule de A à Z et que ça puisse être traité à un niveau, enfin à grande échelle. Même si évidemment, on est humain et notre équipe de gradeurs, bien qu'elle soit déjà bien formée, on ne peut pas grader plus que tant de cartes par jour. Et
il y a des cas de figure où on va pouvoir grader peut-être 100 cartes par jour. Il y a d'autres fois où les commandes ne sont pas égales. C'est aussi un autre sujet, c'est que euh, quand on va avoir des cartes qui sont récentes, qui ont été sélectionnées par un partenaire, qui sont vraiment, que le partenaire a déjà une compétence qui est étendue, on va avoir des cartes qui seront dans un état qui seront vraiment très bons. Et dans ce cas-là, s'il n'y a pas de dégâts quasiment sur ces cartes-là, on n'a pas besoin de faire de reporting sur nos certificats, on gagne énormément de temps, et on va aller chercher la petite bête peut-être deux fois pour voir vraiment les différences qu'il pourrait y avoir pour par exemple tout ce qui va être 10+, on va quand même faire très attention. En plus, de temps en temps, on va peut-être mettre des quads, et ça va aussi prendre de l'importance. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une grosse différence entre des cartes qui sont typiquement extrêmement bon état et d'autres cartes qui seront anciennes, françaises, ou des Pokémon Monsters, ou des trucs vraiment qui ont une vingtaine d'années, qui ont fait des fois un peu la guerre ou la cour de récré. Et là, en fait, on va avoir une situation où on va passer beaucoup plus de temps pour faire le grading d'une carte, parce qu'il y a beaucoup de choses à report. Et une commande de 50 cartes qui sont en mauvais état et qui sont vieux, etc., où il y a même des points de grading, de majoration, c'est vraiment important. Ça prend beaucoup plus de temps et ça nécessite plus de concentration des fois. Euh, pour la simple bonne raison que on pourrait avoir, par exemple, sur 3 ou 4 cartes d'affilée, on pourrait avoir des états qui sont très bons d'un côté et vraiment d'une force très très faible de l'autre, quoi. Enfin, il y avait des mouvements des amplitudes, on va dire, de notation. Et le fait de jongler avec des amplitudes de notation, ça peut être un peu déstabilisant. Il faut vraiment faire très attention. Et c'est justement aussi pour ça que travailler en équipe, ça permet de faire de l'harmonisation en direct et donc de pouvoir avoir des avis au niveau des gradings. Même si, bon, en général, quand une carte elle est vraiment déglinguée, c'est pas très très grave. Enfin, je veux dire, positionner un 3 ou un 4, on va dire, sur une carte qui est en mauvais état, sur un sub, je parle, hein, pas sur une note finale, c'est pas très impactant par rapport à l'état global de la note. Enfin, si à la fin la carte elle obtient un 3 ou un 4, c'est rare que ce soit impactant de changer de 1 point un subgrade par rapport à une note. Ça arrive, il faut que ce soit dans les paliers parce que c'est divisé par 4. Mais le fait d'avoir un 3 ou un 4, finalement, ça change pas grand-chose en termes de notation au niveau de la valeur, en tout cas. Ça change pas beaucoup de choses, mais ça n'empêche que le fait de vouloir être le plus juste possible et de pouvoir le faire en équipe, c'est quelque chose qui est vraiment bien, parce que ça permet de ne pas avoir une autonomie totale sur le grading et de pouvoir vraiment se puiser sur les autres, sachant aussi que le, l'harmonisation du grading, se fait aussi par rapport donc, au centrage, mais aussi à des points spécifiques. Mais là, dans ce cas-là, c'est plus dans les protocoles de grading, on va dire, normaux. Ça va être des sessions de grading dédiées et on va partir sur un seul point précis. On va prendre un certain nombre d'exemples de cartes et on va essayer de voir exactement à quel moment, par exemple, tel truc, ce sera de l'invalidation ou à quel moment on va pondérer vraiment vers le bas. Mais maintenant que le modèle de grading de CGG il est vraiment établi et il est solide, les points où on va être travailler en équipe par rapport à certaines zones de grading, ils deviennent de plus en plus techniques et vraiment de plus en plus précis, quoi. Et en plus, ça dépend aussi de certaines choses parce que là, on a l'édition Paldea et donc l'édition Pal, on a vu vraiment en détail et on est quand même, on est à la fois déçu pour la communauté et à moitié en rogne par rapport aux imprimeurs parce que la qualité de l'impression et les défauts d'usine qui sont créés sont plus nombreux qu'avant, quoi. Enfin, je veux dire, il y a une baisse, il y a une baisse au niveau de la qualité des cartes et c'est con, quoi, parce que si les gens ils savent qu'ils vont avoir moins de chances d'avoir des bonnes notes, ou alors si le 10+, il est beaucoup moins accessible, bah, c'est un peu chiant, quoi. Un peu chiant. Mais bon, après, ça arrive. De toute façon, il n'y a aucun monde où ils sont pas au courant. Donc ça veut dire que ça va changer, quoi. Enfin, en tout cas, ça va tenter d'être amélioré, certainement, quoi, parce qu'ils ils vont pas laisser print des cartes de cette qualité-là, quoi. C'est pas possible. Bref. Bon, allez, je vais m'arrêter là. Je vais essayer de faire un petit mix avec différentes des vidéos. Et puis, je vous dis à la prochaine. Donc, c'est vraiment un schéma où je vais faire plusieurs vidéos et je vais parler un peu de tout et de rien sur le commerce, sur les choses qui me plaisent, etc. Il y aura sûrement de la redondance parce que je vais oublier dans les rushs ce que j'ai dit déjà avant ou sur des vidéos plus anciennes. Mais le but, c'est vraiment de partager avec vous un petit peu mon point de vue sur différentes choses. Et puis, je vous laisse parce qu'il faut que je réponde à un mail, à un message, et il faut que j'aille clean mon bureau et que je commence la vidéo du deuxième rachat d'août. Et en plus, je sais pas du tout ce qu'il y a dans le carton, donc ça m'intéresse d'aller voir. Mais d'abord, il faut que je fasse plein de trucs. Allez, salut!
Je suis un peu drabe. Et oui, j'ai dormi, j'ai trié le lot et tout. Alors bon, bah, il est bien, mais bon, il y a pas de, ouais, il y a quelques trucs. De toute façon, vous pouvez voir la vidéo de rachat, deuxième vidéo de rachat d'août, et vous verrez le lot. Je ferai ça tout à l'heure. Je m'organiserai et tout. Je ferai quelques captations, notamment sur les Steam, parce que j'ai eu quand même quelques personnes déjà qui m'ont posé des questions sur comment je fixe les prix, etc. Du coup, je vais profiter de ce lot-là aussi pour montrer un petit peu la technicité et comment je vais fixer les prix. Après, il peut y avoir des petits détails qui sont importants. Parce que moi, je vais fixer mes prix sur état à peu près équivalent en français et anglais. Et il peut y avoir quand même des petites subtilités par rapport à ça. C'est que de temps en temps, les courbes de prix, en général, sont fusionnelles, on va dire, en Magic pour le français et l'anglais. Ah oui, en Pokémon, c'est une aberration, bien sûr, mais en Magic, c'est fusionnel. Mais de temps en temps, il y a des courbes de prix qui se barrent en couille. Et donc, on a des fois des distinctions qui peuvent être assez fortes. Après, pas forcément sur des trucs très chers, mais c'est juste que ça pose aussi une problématique. Si par exemple, je reçois une carte en français qui a pris la tangente en termes de prix, et je parle, le prix de la carte, il est à 15 euros, 16 euros, alors qu'en anglais, il est stagnant et il est autour de 10 euros avec beaucoup d'offres à 10 euros. Moi, ça me pose une problématique parce que je vais pas forcément vouloir pricer cette carte en français à 15 euros. Je vais peut-être trouver, on va dire, un entre-deux. Et c'est aussi une politique de la boîte, c'est de pouvoir vendre à peu près au même tarif le français et l'anglais, même s'il y a des fois des spécificités qui sont à prendre en compte, quoi. Donc c'est aussi des choses à bien montrer. Et puis il y a aussi d'autres petits cas de figure où on va avoir une différenciation en termes d'édition et de prix, notamment si par exemple une carte est éditée dans telle édition depuis 2 3 ans, elle a été rééditée en grande quantité, je sais pas, dans une édition Commander par exemple, hein, donc toujours en Magic, et dans ce cas-là, moi je vais quand même prendre en compte les variables, enfin les coûts, les prix des deux éditions. J'ai pas envie de surpayer une carte à, mettons, 2 euros, alors qu'en nouvelle édition, elle coûte 50 centimes. Donc je vais trouver un point de pivot entre les deux pour pricer la carte, parce que sur une édition qui est sortie il y a 3 ou 4 ans, on va dire pour la carte que j'ai, et une nouvelle édition qui est sortie il y a 6 mois, 1 an, pour moi, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de qualitative du fait de l'édition qui date d'il y a 4 ans. Donc c'est aussi des trucs qui sont à prendre en compte. Alors évidemment, ça ne compte pas sur des cartes qui ont une rareté, dans le sens où il y a une rareté pour l'édition. Enfin, je sais pas si par exemple il y a une carte qui est éditée en Revised, maintenant le Revised, il vit sa vie, l'édition Revised vit sa vie par rapport à de la quatrième édition par exemple. Il y a une différence énorme entre de la quatrième édition et du Revised. Les cartes Revised sont voulues pour elles-mêmes dans cette édition-là. Elles n'ont pas exactement le même design, elles ne sont pas imprimées de la même façon, c'est pas les mêmes cartes, c'est que en anglais, blabla. Et tout. Il y a beaucoup de choses, mais la quatrième édition regroupe quasiment toutes les cartes Revised, sauf bon, les bilans et quelques autres cartes. Mais on peut avoir des cartes en anglais en quatrième, mais on peut avoir des cartes en anglais en Revised, puisqu'elles sont toutes en anglais. Et là, on peut avoir des différences de prix qui sont élevées, factoriellement, je veux dire. On peut avoir une carte qui vaut 8 euros d'un côté, et en quatrième, elle vaut 2 euros, 2,50, 3 euros. Et donc, on a une multiplication du prix qui peut être très élevée. Et c'est d'autant plus vrai encore sur d'autres types de cartes. Enfin, une colère de Dieu bêta, ça vaut, je sais pas, peut-être, je dirais au pif, 800 euros. Et en deuxième double master, ça vaut 2 euros. Donc, je vais pas faire un pivot entre les deux. Celle qui est en bêta, elle vaut son prix de bêta et c'est tout. Il n'y a pas d'autre marché que la couleur de Dieu bêta. C'est à part entière, c'est un produit. Un Picasso ne vaut pas un Van Gogh, quoi. Après, peut-être que certains, oui, je sais pas, j'en sais rien, peu importe. Bref. Mais je voudrais, bon, en dehors de ces petits facéties d'achat de cartes, je voudrais reparler un peu d'un sujet global, parce que j'ai revu donc ce que j'ai déjà rush sur la vidéo. Je me suis dit qu'il y a quand même des imprécisions et des choses que j'ai dites, donc je vais mettre des subs. Donc tous les subs que vous avez vus, je les ai basés en me disant, ok, je vais reprendre un peu mon discours pour donner des précisions. Je me suis aussi un petit peu étendu sur tout ce qui est gradation de cartes, etc. Mais je voudrais revenir sur des points de vue un peu plus macro, et puis toujours sur mes sociétés bien sûr, mais sur les sociétés en général. Pour vous donner un petit peu l'idée, c'est que moi pendant les études, donc j'ai bossé à Decathlon, et le fait de travailler donc dans cette boîte, dans cette entreprise de grande distribution, j'ai appris énormément de choses et j'ai essayé, on va dire avec mes petits moyens et tout, d'avoir des réflexes que j'ai appris durant mon travail dans cette société-là. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Ce qui m'a aussi intéressé, c'est d'en savoir plus sur l'entreprise, sur les gens qui ont créé ça, sur cet univers, l'univers des Mulliers. Donc c'est des grands entrepreneurs du Nord qui ont monté beaucoup, beaucoup de structures. Il y a énormément de magasins qui appartiennent à leur groupe.
Et c'est des gens qui ont une vision du commerce qui est très forte. Et si vous allez donc en bourse et que vous allez essayer d'acheter des actions à Decathlon, bah, vous aurez un peu du mal. Parce qu'eux, ils ont choisi de ne pas se mettre en vente. Ils n'ont pas envie qu'il y ait quelqu'un qui vienne acheter une grosse partie de leur capital social et qui commence à diriger le groupe. Ils n'ont pas envie que ça arrive. Ils n'ont pas envie, mais vraiment viscéralement, de mettre leur organisation sur la place publique et le marché public, quoi. C'est pas quelque chose qu'ils veulent faire. Et cette distinction-là, elle peut être vue d'une manière ou d'une autre, mais quand on est enfin, quand on commence à comprendre un peu que tel magasin, ça appartient à ce groupement-là, et qu'eux, ils voient le commerce de cette façon-là, il y a des distinctions qui sont fondamentales par rapport à différents magasins, différentes structures, par rapport à d'autres sociétés. Et la vision du commerce, elle peut être très différente. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important, quoi. Enfin, ça me tient à cœur parce que c'est juste, moi je vois beaucoup, enfin je suis beaucoup de trucs entrepreneuriaux, j'ai vu énormément de vidéos, de formats, etc. J'ai suivi pas mal de formations et tout, et je vois des gens qui sont là, ils font du dropshipping, et le dropshipping par exemple, c'est une vision du business où on va dépenser énormément d'argent pour capter de l'attention, on va faire énormément de publicité pour aller essayer de vendre des trucs 5 fois le prix, on va dire, à des gens que ça intéresse pas forcément vraiment, et on va utiliser des méthodes et des techniques pour rendre quelque chose que on n'a pas fabriqué, qu'on ne connaît pas forcément bien, qui est fabriqué en Chine la plupart du temps, à des personnes qu'on ne connaît pas et dont on se fout royalement. Et ces personnes-là, leur problématique, c'est qu'ils trouvent un produit finalement, parce que je pense que ça doit arriver aussi, ils le mettent en vente, et puis une fois que la boucle est bouclée, c'est-à-dire que le produit n'est plus intéressant et que les campagnes ne sont plus rentables ou que ça ne marche plus très bien, et ben, ils sont en quête de trouver un nouveau produit. Et on va dire que la problématique, c'est de réussir à voir à travers les différents produits, les différents business qu'on peut monter, comment réussir à faire une marque pour pouvoir réussir à vendre mieux des produits de merde sur le long terme. Donc ça aussi, c'est un sujet, parce que moi, en fait, ma vision des choses, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire, c'est même ce que les gens recherchent finalement, moi, je crée des marques et j'essaie de développer les produits qui correspondent à ça, même si, bon, je fais de la vente et de l'achat-vente d'occasion, mais réussir à faire de l'achat-vente d'occasion avec régularité et en étant en croissance et de manière rentable sur le long terme, ça demande aussi beaucoup plus de maîtrise et de maturité que de réussir à faire des coups, on va dire, de faire à trouver un produit, je sais pas, de vendre des longboards, je sais pas, des landaux ou des poussettes spéciales pour, je sais pas, les jumeaux par exemple, ou de n'importe quoi, des manchons pour doigts par exemple, c'est pour les gens qui jouent sur les téléphones. Ça vaut 1 dollar, et vous aurez moyen de faire un peu de marketing et de vendre ça à 8 dollars à des geeks de 15 ans là, qui veulent le gagner sur leur téléphone, le jeu sur un ordinateur. Enfin bref, voilà, ce genre de possibilités, c'est Internet, hein, que voulez-vous. C'est une jungle, c'est un monde, c'est un univers. On tombe sur tout et n'importe quoi. Mais ce qui va se passer, c'est que bon, bah, si vous faites ce genre de truc, bah, on va nourrir des GAFAM, et puis ils vont avoir une place énorme, et ils vont pouvoir vendre leur publicité de plus en plus cher, et enfin, ils vont capter la valeur, on va dire, la valeur de l'argent qui circule, qui est détenu par, on va dire, les gens moyens. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont dans un schéma où il y a de l'argent qui tombe d'une manière, enfin, entre rentiers et travailleurs, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'argent dans tout type de pays, et je pense principalement en France, où on a beaucoup de personnes qui ont de l'argent disponible et qui n'ont pas vraiment les compétences financières pour savoir comment l'utiliser, et qui sont d'accord de le dépenser pour de l'émotion pendant des décennies, pendant toute leur vie en fait. Et ces personnes-là, elles sont peuvent être clients d'un certain nombre de services et d'objets. Et donc c'est une manne qui est très importante, parce qu'on est des millions, et donc il y a beaucoup, beaucoup enfin, on est des dizaines de millions. Et en Europe encore, si on est on est encore plus nombreux. Et donc c'est possible de réussir à capter une partie de cet argent euh, avec des petits produits, en faisant des petits business, quoi. Donc c'est possible. Et ma vision donc de ce que je fais, c'est un petit peu différent, parce que
Le fait de vendre, on va dire, des objets qu'on a achetés à d'autres, ça, c'est sûr que c'est relativement court-termiste, on va dire dans l'absolu, mais réussir à le faire, comme je disais, pendant longtemps et de grandir en termes d'échelle, c'est quelque chose qui oui, nécessite des compétences et aussi d'avoir une autorité et de faire le boulot correctement, c'est-à-dire de bien parler aux gens, de leur répondre même quand ils nous parlent en asiatique, en polonais ou autre, de faire l'effort de faire des traductions, de comprendre le problème des gens, d'essayer de le résoudre pour que ça se passe le mieux possible pour la personne et que ça ne soit pas ruinant non plus, mais que ce soit à la mesure du problème et pour solutionner ça. Mais sinon, l'enjeu de cette société-là, d'auto-entreprise, c'est d'évoluer. Et moi, personnellement, je me suis dit, je vais rester dans mon secteur et je vais développer un service qui va être sur donc, ces univers-là de cartes, qui aura plus de valeur ajoutée que simplement acheter à A et vendre à B. Et c'est cette politique-là et donc ce step-up, on va dire, en termes de positionnement, il n'est pas le même. Enfin, c'est encore au-dessus parce que là, l'enjeu, c'est de trouver des personnes compétentes, de donner un service qui va permettre de protéger, de garantir et de surtout bonifier et de valoriser des objets de collection. Et donc, le step-up, il est quand même assez élevé dans le sens où là, on va s'adresser plutôt d'un côté à des investisseurs. Bon, après, il y a aussi, bien sûr, pas que des investisseurs. Il y a des gens qui font du grading pour se faire plaisir, pour leur collection perso, etc. Mais malgré ça, toutes les personnes qui font un choix, on va dire personnel, de grader des cartes chez CGG, ils vont aussi, sur un temps long, en bénéficier. Parce que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, si jamais ils arrêtent de leur collection et si jamais ils sont amenés à la vendre, le fait d'avoir gradé quelques cartes il y a des années va permettre, et moi je le sais, hein, enfin, je veux dire, je suis racheteur de cartes, c'est ma vie de faire ça aussi. Si je reçois des cartes qui sont gradées et que je dois faire un rachat, je serai obligé de prendre en compte cette action-là et ça se traduira forcément par une valorisation supérieure que si je devais acheter les cartes, on va dire, en loose ou normal, naturel, quoi. Et c'est pour ça que ce positionnement-là, cette envie, on va dire, de monter, on va dire, la qualité du service que je suis capable de créer, bah, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et j'ai pas envie non plus de faire n'importe quoi, parce que je l'ai déjà fait une fois, n'importe quoi. C'est-à-dire de lancer une activité ou un business où je ne connais pas forcément tout et où j'ai pas la main sur, on va dire, le cycle productif. Parce que faire du grading, c'est quand même assez complexe, faut faire quand même beaucoup de choses, mais c'est aussi à taille humaine, dans le sens où le process de grading, donc le process de traitement d'une commande, ça va vraiment être de l'opérationnel, il est déjà maîtrisé par quasiment la plupart des personnes qui sont dans mon organisation. On est quatre, donc il y a quelqu'un qui n'est pas un gradeur, donc lui il ne peut pas rentrer, et les trois autres personnes sont en capacité de pouvoir gérer un cycle opérationnel. Alors évidemment, le but c'est pas forcément de pouvoir gérer la boutique tout seul, parce qu'il y a vraiment déjà beaucoup de boulot et c'est pas possible, mais c'est aussi d'avoir les compétences pour pouvoir le faire. Et ça, c'est intéressant déjà d'avoir réussi à faire un transfert de compétences, qui est une polyvalence au niveau des différentes tâches, et même presque des métiers, parce qu'il y a quand même plusieurs métiers. Mais simplement, gérer l'opérationnel d'une boîte, ce n'est pas suffisant pour que la boîte elle puisse durer à long terme. Donc il faut évidemment avoir d'autres métiers, faut communiquer, faut réussir à fédérer, faut trouver des partenariats, faut faire des accords, faut expliciter, faut expliquer, faut faire de la vidéo, faut donner des éléments, faut contextualiser plein de trucs, enfin, voilà, il y a énormément de choses à faire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est possible déjà de savoir faire en fait. Et ces compétences-là, c'est important de pouvoir les maîtriser. Et ce n'est pas possible dans enfin, dans beaucoup de situations. Il y a énormément de business, même on va dire des petits business, où la finalité, c'est qu'une personne soit un maillon d'une chaîne qui peut être de plus en plus longue. Et pourtant, c'est important. Mais plus on va dire, plus on sépare on a la chaîne, on va dire, d'opération nécessaire, moins les personnes qui opèrent sont qualifiées, si je puis dire, ou alors sont remplaçables. Et le truc, c'est que le fait de savoir faire, on va dire, notre activité de service et d'expertise, les compétences nécessaires pour pouvoir le faire ne sont pas simples. Enfin, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Et c'est pour ça que on va dire le niveau moyen de notre capacité à traiter, à évaluer les cartes, il engage la société. Donc
Moi, j'ai entendu beaucoup de sociétés de grading, etc. Apparemment, il y a des boîtes où on s'en fout en fait. Et nous, notre spécificité, c'est donc de grader les cartes en mettant des subgrades, c'est-à-dire qu'on va noter et on va afficher nos subgrades systématiquement, ça fait partie de nos gradings. Pour l'instant, c'est notre engagement et on va faire ça comme ça. Mais aussi de faire un certificat pour qu'on puisse suivre exactement où est-ce qu'il y a eu un problème sur la carte, où est-ce que c'est ciblé et même voir qualifier des fois le problème qu'il y a, quoi. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et on peut avoir de la concurrence qui fait des gradings à peu près du même prix que nous, mais ils vont pas avoir donc de subgrade, il n'y a pas de certificat. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si on prend, comme je disais, si on prend cette carte-là, ok, elle est un peu abîmée, tac, ok, c'est un 8. Voilà, ça, c'est aussi possible. Et il y a énormément de boîtes de grading qui font sans doute du grading de cette façon-là. Et je ne veux pas leur jeter la pierre, hein, mais c'est juste que notre façon de faire est différente. Et je pense que sur un temps suffisamment long, cette compétence-là et la qualité de service qu'on a et la technicité qu'on a, elles vont pouvoir percer. Et c'est pour ça que le positionnement sur le fait de montrer un peu comment fonctionne le modèle, il est en train de se mettre en place et il va être diffusé pour pouvoir expliquer. Parce que nous, comment dire, on a tout intérêt, et j'espère en tout cas que d'autres boîtes de grading et d'autres personnes du secteur sont de mon avis, mais on a tout intérêt à ce que les personnes qui envoient leurs cartes au grading aient des bonnes notes. C'est-à-dire que l'état de leurs cartes soit bon. C'est-à-dire que leur capacité à sélectionner celle qu'ils veulent envoyer au grading, elle soit ajustée et que la compétence pour pouvoir faire cette sélection de cartes, elle évolue. Parce que ce qui va se passer, c'est que le marché va peu à peu changer. Moi, je le vois déjà un petit peu. Moi, j'ai pas fait énormément sur Pokémon, mais j'ai déjà fait un peu. Et on va avoir beaucoup de personnes qui vont vendre des cartes en état near mint, mais qui sont en fait des cartes qui sont abîmées, qui ont des défauts. Alors, elles sont souvent near mint hein, en termes de notation pure, même au niveau gradation, mais elles ont un near mint tout juste. Ce qui veut dire que se dire on achète des cartes en très bon état et on les fait grader, eh ben, ce sera pas gagnant très souvent en fait. Parce que le marché a déjà encaissé, on va dire, encaissé le fait que les cartes les plus beaux états, ils valent plus, on va dire, que les prix accessibles. Et le fait de faire beaucoup de recherches et donc d'avoir beaucoup de demandes et de passer du temps pour aller chercher des cartes, même pas forcément très chères, hein, mais juste chercher des cartes qui valent une cinquantaine d'euros. Si on se dit qu'on va acheter une carte à 50 euros parce que c'est celle-là qu'on veut, c'est ce Pikachu-là, ce Florizard-là, ce machin, eh ben, ça peut valoir le coup de chercher dans différents vendeurs, de prendre le temps de récupérer des scans quand on achète à distance, et de comparer, de voir un peu. Et potentiellement, à la fin, ce qui va se passer, c'est qu'on va acheter une carte qui sera peut-être un peu plus chère. Mais si on est dans une optique de grading, c'est le fait de payer la carte un petit peu plus cher et de pouvoir la choisir parmi d'autres, c'est une exponentielle en termes de rentabilité qui est très très forte. Euh, Parce que la valorisation du grading, surtout sur les notes les plus élevées, ça permet vraiment de trouver une valorisation de la carte qui est très forte. Et d'autant plus que quand on a une carte qui est gradée, le marché, on va dire, il grandit. Et ce que je vais, attends, comment je vais faire ça? Ce que je veux dire, c'est que si vous achetez votre carte, mettons, à 60 euros, vous la gradez, vous obtenez une bonne note, vous obtenez un 10. Donc, vous l'avez acheté ce prix-là, et c'est une carte qui a déjà quelques années, on va dire. Mais si vous la conservez pendant longtemps et que le marché continue à monter, bah, votre carte, là, qui valait 60, elle vaut maintenant, mettons, 100, ou on va dire elle vaut 100 maintenant, en prix moyen. Et à l'époque où vous l'avez gradée, déjà en 10, vous pouviez peut-être la vendre plus cher. Vous pouviez la vendre peut-être 90, peut-être 100. Et en fait, le fait que le prix de la carte est monté et que ce soit maintenant 100 de prix de base, comme votre carte est en très très bon état, c'est encore plus rare qu'avant, cette rareté-là. Et le fait de l'avoir de manière certifiée, ça fait que vous êtes peut-être éligible à pouvoir vendre votre carte 100 euros. Et donc en étant relativement patient, le fait d'avoir gardé cette carte et qu'elle ait pris de la valeur, et ben le grading va encore plus bonifier, on va dire, ce gain de valeur-là. Et ça peut être très très rentable. Donc sur une idée de conservation longue durée. Bon, alors évidemment, il faut que la carte elle est montée, etc. Mais la tendance globale pour les objets de collection du type carte de collection, elle est plutôt à la hausse.
La pandémie, enfin en tout cas pour les cartes françaises, la pandémie et tous les événements et la hype que conserve Pokémon. Alors bon, ça c'est un autre truc, on va faire marcher. Mais la hype que conserve Pokémon, elle est plutôt importante. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y aura sûrement des mouvements encore haussiers sur le marché Pokémon. Et sachant que la plupart, on va dire, des collectionneurs, donc une grosse partie des collectionneurs, parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui sont de long terme, la plupart des collectionneurs qui ont acheté des cartes durant les 5 dernières années, ils sont gagnants. Enfin, c'est un peu aburé, c'est un peu absurde, mais je peux vous dire que si vous avez acheté, mettons, une boîte de booster, un display à 200 balles tous les mois depuis 5 ans, si vous avez rien échangé, vous avez tout gardé, il y a une grande chance que le total de la valeur de vos cartes à l'unité, il soit supérieur à ce que vous avez payé, quoi. Et ça, c'est rare, parce que ce qui se passe, c'est que bah, il y a énormément d'acteurs là sur le milieu de la collection Pokémon qui, on va dire virtuellement, euh, ont gagnant, enfin sont gagnants. C'est des personnes qui ont investi en fait. Et pourtant, c'est des acheteurs compulsifs. Mais de ce point de vue-là, c'est-à-dire s'ils conservent les cartes et tout, ils sont gagnants. Alors bon, ce qui se passe, c'est que si tous les gagnants, on va dire, de ce calibre-là, ils commençaient à mettre en vente leurs cartes, le prix, enfin, s'ils acceptaient de baisser en plus par rapport aux autres, d'être concurrentiels, les prix s'effondreraient. Mais sinon, c'est quand même être sur un marché comme ça, c'est quand même assez bizarre parce que normalement, enfin, quand vous allez acheter un jeu, vous l'achetez à tel prix, vous rentrez chez vous, vous jouez avec, bon bah c'est fini, c'est de l'occasion. Vous achetez un jeu de plateau, vous l'achetez 25 euros dans un magasin, vous jouez un peu et tout, et quand il y a une brocante ou une foire à jeu, si vous en retirez 5 euros de bon d'achat, vous serez quand même content. Pour à 8 peut-être s'il est en bon état. Mais par contre, enfin, dépenser des milliers d'euros, on va dire, tous les ans et se retrouver, on va dire, 5 6 ans plus tard en étant gagnant de ces achats, c'est-à-dire que ça vaut plus, c'est quelque chose qui est vraiment très étrange. Donc, c'est aussi le parti pris de la collection. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, d'une certaine manière, acheter des cartes, donc Pokémon, c'est devenir un peu actionnaire de ces entreprises-là, de Nintendo et tout, en prenant des titres de propriété qui sont des cartes de collection. Et, euh, et c'est exactement le même schéma avec la gradation de cartes. Si vous gradez chez nous, vous êtes actionnaire de notre marque, c'est-à-dire que plus on va réussir à grandir, plus notre notoriété va augmenter, plus la valorisation potentielle de vos cartes qui seront gradées chez nous, elle va grandir. C'est pour ça que c'est vachement important que vous parliez de nous, vous parliez de CGG, vous soyez partenaire, vous fassiez de la promo de notre boîte, vous cherchiez d'autres clients et vous allez gagner des points et de l'affiliation et potentiellement de l'argent, parce qu'on a un système d'affiliation dès le début de la boîte qui a été mis en place. Donc si vous avez une personne qui veut grader, qui ne sait pas et tout, vous réussissez à la convaincre et vous lui donnez votre code d'affiliation, vous l'avez directement en créant un compte chez nous, et vous allez récupérer de la valeur, et la personne qui va grader des cartes que vous connaissez, qui a peut-être plus les moyens que vous, une plus grosse collection ou autre, elle va aussi gagner des points. Et ce système d'affiliation, c'est-à-dire de dire quand il y a une commande, on génère des points, et ben on va en distribuer 50% et 50% à la personne qui commande et à la personne qui a trouvé ce nouveau client. Et ça peut durer longtemps. Vous pouvez avoir autant d'affiliés que vous voulez. C'est un système qui est tout bête. Et ça permet aussi à des personnes qui n'ont pas forcément de carte à grader ou pas forcément les moyens de faire parler de nous. Après, c'est mieux de réussir à convaincre. Après, ce qui est aussi à prendre en compte, c'est que la collection, c'est quelque chose qui est assez intime, dans le sens où c'est très personnel de savoir quelle carte on a, de pourquoi on garde ça et pourquoi on les aime bien. Et le fait de transférer, on va dire, ces cartes les plus intéressantes à des tiers et de aussi de potentiellement les envoyer par la poste, donc de devoir s'en séparer d'une manière ou d'une autre, il y a des freins psychologiques, il faut vraiment bien comprendre pourquoi on le fait et ça peut être rebutant. Ce qui veut dire qu'en fait, pour que ça marche, il faut réussir à avoir un discours qui est, on va dire, long terme, il faut réussir à parler et discuter de ça, et il peut y avoir un délai, on va dire, de latence entre le moment où on se dit ah, peut-être, et de passer à l'acte, il peut s'écouler des semaines, des mois, et moi j'invite toutes les personnes à tester notre service, c'est-à-dire si vous avez une grosse collection, si vous tâtez et tout, de déjà commencer par sélectionner quelques cartes, pas forcément les cartes les plus chères, mais les cartes que vous aimez bien,
de positionner une valeur d'assurance qui correspond à votre affect, par exemple. Après, bon, si vous mettez 10 000 euros, vous allez payer beaucoup plus cher les gradings. Et en assurance, ça va être Bagdad. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez une carte à 5 euros, vous la positionnez à 20 euros en assurance. Et le fait de pouvoir positionner une valeur d'assurance qui permet de remplacer la carte si jamais l'envoi était perdu, et ben c'est une sécurité. Et les valeurs d'assurance, enfin, le coût de l'assurance, ça permet d'avoir l'esprit tranquille et il reste modéré. C'est pas quelque chose qui est si élevé que ça d'assurer ses colis. Et le fait d'assurer les colis, ça fait qu'on envoie avec un système de remise contre signature forcément, enfin, sauf en lettre suivie, mais une lettre suivie, il n'y a pas d'assurance. Donc si vous envoyez du courrier en R2, en R3 avec de l'assurance, c'est une remise contre signature. Pareil pour le Colissimo avec assurance. Si vous mettez une assurance sur un Colissimo, ça devient un Colissimo recommandé. Donc il y a remise contre signature obligatoire. Et après encore, si vous prenez un chronopost et tout, c'est encore un autre schéma, un autre protocole d'envoi. Et c'est encore plus sûr. Mais déjà, Colissimo recommandé, les cartes, elles arrivent. Les recommandés, ça arrive. Enfin, moi, je sais pas, je fais presque des milliers d'envois par mois, quoi. Et j'ai évidemment, ça m'arrive qu'il y a un envoi en Bolivie qui se perde, ou entre le Pérou et je sais pas, le Kazakhstan peut-être, je sais pas, ils sont gourés d'avions, il y a un souci. Mais ça n'empêche pas le business. Ce que veut dire, c'est que c'est possible d'avoir ce genre de choses. Et les envois nationaux avec recommandation contre signature, ils arrivent. Enfin, et en plus, c'est dans le réseau national, donc il n'y a vraiment pas de problème. Et pour les envois internationaux, c'est toujours possible de trouver, on va dire, l'envoi qui correspond. Et si vous faites un envoi à Colissimo avec beaucoup de vos cartes, et très bien, enfin qui sont très cotées et tout, vous pouvez payer, maintenant je crois que ça a monté un peu, mais vous payez 12 euros pour faire une assurance à 1000 euros sur le Colissimo recommandé. Et je vous assure que la poste, elle le livre, hein, elle n'a pas envie de perdre 1000 balles, hein. Donc le colis, il arrive. Donc ça, c'est aussi des sécurités, quoi. Mais ce que je veux dire sur la base, c'est que il y a des freins psychologiques par rapport à l'envoi au grading. Et il y a aussi donc un point de vue qui est dit d'investisseur. Et cette mentalité-là de se dire, OK, je vais prendre cet argent-là et je vais valoriser mes cartes, c'est pas forcément quelque chose qui est si évident que ça pour tout le monde. Et pourtant, ça fonctionne. Mais c'est une étape de plus à passer. Et après aussi le fait de devoir passer commande, de s'inscrire, etc., de faire des paiements en ligne et tout. Donc il y a un ensemble d'éléments qui sont quand même assez forts. Et en plus, il y a un autre sujet, c'est que le monde des cartes de collection, c'est une niche. Et le grading, c'est une niche à l'intérieur de ce monde. Et le truc, c'est que essayer d'aller parler à des masses ou parler à des foules de la gradation, c'est un secteur qui est trop petit, trop mince et qui intéresse trop peu de personnes pour que ça vaille le coup de dépenser beaucoup d'argent ou de prendre beaucoup de moyens pour s'adresser à tout le monde, à moins de vouloir vraiment être dans une démarche de création de marché, donc de créer soi-même son propre marché et de créer une population qui serait primo-accédant au grading, qui n'aurait jamais gradé ailleurs, etc., etc. Donc ça aussi, c'est possible. Et on a déjà le cas de figure. Je crois que notre client le plus jeune, il a 10 ans. Alors, c'est pas lui qui est client, c'est son père, bien sûr, mais c'est lui qui décide ce qu'il veut grader. Et il a la main mise. En plus, il a trouvé un petit filon là, pour récupérer des cartes avec sa famille et tout. Non, non, non. Du coup, il cravache à l'école, il a des bonnes notes et il se fait des petits cadeaux assez régulièrement. Enfin, on lui fait des petits cadeaux. Et il a déjà, on va dire, la fibre pour pouvoir sélectionner, quoi. C'est-à-dire, il a dit, non, celle-là, non, je ne peux pas la grader parce que non, non, non. Et donc, c'est à la fois émotionnel et technique. Et c'est vachement marrant de voir ça sur un enfant qui a une dizaine d'années. Et enfin, moi, ça me rappelle ce que je faisais parce que moi, à 11 ans, j'ai acheté des titres Euro Disney. J'ai acheté, mon père a acheté. Je suis allé à l'école à pied pendant 2 ans. J'ai économisé suffisamment d'argent pour pouvoir pas payer le bus et avoir un peu d'argent, un petit magot, on va dire, pour pouvoir acheter des titres. C'était en francs à l'époque. Et, euh, et puis bah, j'ai acheté des titres Euro Disney. Bon, d'accord, c'est un peu typé, mais et pourtant, maintenant, Euro Disney, c'est une vraie valeur. Et ils sont pris plein la gueule avec le Covid, avec leur parc. Mais c'est quand même un truc qui était pas mal. Après, je me suis fait démolir ma position parce que à l'époque, pour pouvoir prendre des titres, c'était très compliqué. C'était c'était il y a très longtemps, il y a 24 ans. Les banques, en fait, elles prennent des frais de bourse, on va dire, sur toutes les lignes de bourse que vous avez. Et l'arbitrage, il est assez élevé quand on est dans une banque standard, etc. Donc ça veut dire que tous les ans, on perd genre 30 euros ou 40 euros. Enfin, c'est un truc, genre, c'est 200 francs, je crois, par an de frais
on va dire, annuel, quoi. Donc en fait, quand on met, mettons, 600 francs ou 2000 francs ou 1500 francs, peu importe, le fait de perdre 200 francs par an, c'est quand même un peu compliqué de s'en tirer, on va dire, bénéficiaire, mais c'était quand même assez marrant de se rendre compte que les banquiers sont des voleurs, hein, tout simplement. D'ailleurs, ils m'ont pris 8 euros il n'y a pas longtemps en frais d'intervention, je vais essayer de leur faire un petit message. Euh, oui, là, c'était assez sympa, c'était assez gratuit. Mais bon, voilà, c'est normal. Enfin, c'est quand même une mafia. Donc, bref. Ce que je veux dire sinon, c'est que le, le fait d'avoir aussi une typologie de clients qui est jeune, c'est assez marrant. Par exemple, là, j'ai un stage de troisième qui est positionné dans mon planning. Bon, c'est une personne un peu de ma famille, un peu plus éloignée, mais je sais que je vais mettre un stage de troisième, c'est prévu dans mes organisations pour cette personne en 2027. Et oui, oui, ça commence très jeune. Donc c'est quand même assez marrant justement de rencontrer un peu et de voir un petit peu tout ce qui peut graviter et puis autour du fait de monter des boîtes, etc. Et puis, euh, et puis bon, après, il y a toujours des problèmes. Bon, bref, je m'égare un peu, je vais prendre un peu de temps pour faire autre chose. Je vais faire un peu des subs pour mettre des précisions, et puis je vais positionner cette vidéo. Je vais l'intituler donc Commerce 1. Comme ça, c'est assez vague. Commerce 1, TCG, grading, etc. Voilà, ce sera ça le titre. Et je vais voir si je vais pas peut-être nettoyer un peu ma chaîne et mes playlists parce que comme je suis sur TCG Rush maintenant, c'est mon nouveau nom de boutique vu que je veux faire du Magic et du Pokémon. Tout mon compte, on va dire, de publication, c'est plutôt Magic Rush, donc je vais commencer à faire un peu le ménage là-dedans. Et puis, comme je disais, il faut que je fasse donc ma vidéo sur le rachat, donc je vais enchaîner juste après, mais sur une autre thématique. Allez, salut!